On va donc pouvoir passer la main à Louis Jambu, qui donc va nous expliquer comment il gère dans ce contexte nos profils multi-assets, multi-asset moderate, balanced et growth. Donc, Louis, je te laisse la parole. Merci Marie-Valérie et merci Eric pour ta présentation économique, toujours très claire. Ça me facilite la vie puisque je n'ai pas besoin de revenir sur l'état de l'économie et je peux me focaliser sur la gestion des portefeuilles. Alors notre gamme, elle n'a pas changé en 2020 malgré tous les changements qu'on a pu observer. Il y a toujours 3 profils de risque. Donc un profil moderate avec un objectif de limiter les risques, même si on a vu en 2020 que avec l'augmentation générale de la volatilité sur les marchés, la volatilité sur le fonds a augmenté également. Un profil balanced qui a pour l'horizon de placement. Donc un profil balance qui a pour objectif une croissance du capital sur son horizon de placement, donc qui est un petit peu plus agressif en allant sur des classes d'actifs qui offrent des rendements un petit peu plus attractifs sur le moyen terme, mais avec un niveau de risque un petit peu supérieur à celui de moderate. Et un profil growth qui lui a pour objectif de fournir des rendements encore supérieurs à ceux de balanced, et donc mécaniquement en prenant un petit peu plus de risques, en particulier sur les marchés actions, mais en essayant de diversifier au maximum ces risques pour les limiter. Donc ensuite sur le slide suivant, donc je reprends un petit peu ce que Eric nous a expliqué sur l'économie, mais avec une vision un peu plus marché. Donc c'est un indice qui est assez suivi, donc l'indice price earning, où on divise le prix moyen des actions par les espérances des bénéfices des entreprises. Et donc plus ce chiffre est élevé, plus les actions sont chères. Donc comme vous le voyez, les actions sont au plus haut de leur valorisation. Elles l'étaient avant la crise de 2020. Les valorisations ont un petit peu reflué pendant la crise au mois de mars, mais elles sont remontées sur la fin d'année avec la forte progression des marchés. Et on est aujourd'hui sur des niveaux où ces valorisations finalement sont assez élevées, puisqu'on est au-dessus des moyennes et des médianes historiques. Même si on n'est pas encore revenu sur les plus hauts de la crise, comme on avait pu le voir par exemple pendant la crise des dot-com des années 2000, on commence à atteindre des niveaux qui sont assez inquiétants en termes de valorisation sur les marchés. Alors ça ne veut pas dire que les marchés actions vont s'effondrer, hein, puisqu'on peut avoir des justifications pour ces valorisations élevées. Par exemple, le fait que les taux d'intérêt soient très bas, ça a tendance justement à favoriser les revenus aujourd'hui au détriment des revenus futurs. Et du coup, comme les revenus aujourd'hui sont plutôt bons et que les chiffres ont été plutôt bons, ça se traduit par finalement une augmentation un petit peu mécanique de ces ratios par rapport au ratio historique qu'on a observé, mais sans que ce soit particulièrement inquiétant à court terme, même si c'est quelque chose qu'il faut surveiller à plus moyen terme. Ensuite, sur le slide suivant, donc on illustre que les valorisations sont également élevées sur les obligations, puisque vous voyez sur le graphique de droite les niveaux de taux d'intérêt à 10 ans, donc sur la courbe en rose, les États-Unis, la courbe en gris, le Royaume-Uni, et la courbe en rouge, l'Allemagne, qui représente un petit peu la zone euro. Donc vous voyez, les taux sont en baisse assez continue. Là, on a représenté que 3 ans, mais ça fait plus de 40 ans que les taux sont en baisse continue. Néanmoins, on note qu'on a atteint un certain palier en 2020, puisque donc, si on écarte l'effet sur les taux au mois de mars 2020, qui a été assez important, les taux ont continué de baisser, mais sur un rythme beaucoup moins soutenu qu'auparavant. Et aujourd'hui, on a un portage qui est assez largement négatif sur une grande partie des obligations, en particulier sur les échéances plus courtes. Là, on a représenté les taux de 10 ans, mais sur les taux à 2 ans et 5 ans, les taux sont encore plus bas. Les courbes sont très très plates aujourd'hui. Et donc, il y a un vrai risque que le soutien aux performances qui a été apporté par
par ces taux en baisse continue sur les 40 dernières années s'estompe, voire, même si c'est pas notre scénario, si on constatait une remontée des taux, ça vienne gréver des performances, puisqu'aujourd'hui, il y a quasiment plus de portage. Donc les taux offerts par les obligations ne sont pas suffisants pour compenser la baisse des prix que générerait une remontée des taux. Et donc, vous pouvez comparer les rendements des obligations aux rendements espérés des actions sur le graphique de gauche. On voit que les rendements espérés des actions sont quand même un petit peu supérieurs aux rendements espérés des obligations. Et donc, la classe d'actifs actions aujourd'hui, en relatif par rapport à la classe d'actifs obligations, même si elle est un peu chère, reste plus attractive. Sur le slide suivant, merci. Donc, on illustre ce qui s'est passé en 2020. Clairement, les marchés n'ont pas anticipé la crise. C'est un phénomène qui a été tellement violent et rapide que les indicateurs ont eu une réaction immédiate, mais qu'il n'y a pas eu de signe avant-coureur en fait de cette crise. Alors c'est un peu par construction. Hein. C'est vrai que les crises sanitaires, ça prévient pas à l'avance. Et donc on a constaté une hausse très très marquée de la perception du risque sur les marchés. Vous voyez sur le graphique de gauche, c'est la prime de risque demandée pour porter les actions. Donc c'est assez lié à la valeur des actions, et cette prime de risque, alors il faut voir le graphique à l'envers. Plus le chiffre est bas, plus la prime de risque exigée pour détenir des actions par rapport aux obligations est importante. Donc, vous voyez, pendant la crise en mars 2020, les investisseurs ne voulaient plus du tout avoir d'actions. Ils exigeaient une prime de risque très importante. Et on est revenu aujourd'hui sur des niveaux qui sont historiquement très élevés. Donc aujourd'hui, les investisseurs se sont massivement retournés vers les actions. Et la prime de risque qu'ils demandent par rapport aux obligations est au plus bas historique. Donc c'est lié finalement à ces taux très bas sur les obligations. La classe d'actifs est très peu attractive pour les investisseurs qui, pour aller chercher du rendement, sont obligés d'aller chercher les classes d'actifs un petit peu plus risquées. Et sur le graphique de droite, on a illustré donc la volatilité implicite, donc qui est mesurée en regardant les prix des options sur les grands indices de marché. Alors on a illustré le VIX, qui est la volatilité implicite de l'indice S&P 500, donc l'indice américain, et le VSTOXX, qui est la volatilité implicite de l'indice européen Eurostoxx 50. Vous voyez, historiquement, le VIX avait tendance à être inférieur au VSTOXX. L'écart s'est corrigé, hein, la volatilité a été systématique et très élevée partout dans la même mesure. Il y a eu assez peu de diversification en termes de niveau de risque. Aujourd'hui, le niveau de volatilité a légèrement remonté, puisque donc là, le graphique s'arrête à la fin d'année. Aujourd'hui, on est sur des niveaux qui sont entre 25 et 30. Donc le risque a clairement réaugmenté un petit peu au mois de janvier avec les nouvelles dont parlait Eric sur l'évolution de la maladie, les effets positifs du début des campagnes de vaccination et leurs effets négatifs, puisque on vaccine, mais pas forcément aussi vite que les marchés le souhaiteraient pour que le retour à la normale se passe, plus la saison hivernale dans l'hémisphère nord, qui a tendance à pousser un peu la propagation de ce genre de maladies respiratoires, et donc qui ralentit finalement la sortie de crise. Ensuite, sur le slide suivant, on illustre finalement notre positionnement. Alors, c'est un slide qui illustre la pondération des fonds en actions. Donc, comme vous voyez, elle a assez peu varié. En fin d'année 2019, on pensait que les actions étaient un petit peu trop risquées, donc on avait légèrement réduit notre exposition, en particulier dans les profils un peu plus prudents. On constate assez peu de mouvements pour la bonne et simple raison que, en fait, nous utilisons beaucoup de fonds sous-jacents qui ont des mécaniques d'ajustement automatique de l'exposition, en particulier de réduction automatique de l'exposition dans les phases de baisse de marché. Ce qui fait qu'en poids, notre poids a assez peu bougé. Par contre, en exposition, au plus fort de la crise, à la fin du mois de mars 2020, on se situait sur le profil modéré autour de 20% d'exposition réelle aux actions.
malgré notre pondération de 30%, par le biais de stratégies dont je vais illustrer une d'entre elles sur le slide suivant, on a réussi finalement à maintenir notre pondération action à un niveau assez constant sur l'année, ce qui nous a permis aussi de bien capter le rebond à la suite du mois de mars. Et donc cette stratégie principale qui nous a permis de faire ça, c'est le fonds qu'on illustre ici, donc sur le graphique de gauche en rouge, qui s'appelle SLF Lux Equity Global Protect. Donc il y a un fonds qui investit sur les actions internationales et qui met en place une stratégie systématique de couverture par l'achat d'options. Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça. En fait, on achète ce qu'on appelle un put spread. Donc on achète une option assez proche du niveau de l'indice et on vend une option assez loin du niveau. Donc ça nous protège, mais ça nous permet de payer un petit peu moins cher notre protection, puisqu'on finalement on limite notre protection au niveau de la seconde option de laquelle on est vendeuse. Et pour financer cet achat de protection qui a un coût, on va aussi vendre des options, alors d'achat cette fois, situées au-dessus du niveau de marché. Donc on va limiter notre potentiel de gain et donc encaisser cette prime. Donc en fait, c'est un portefeuille qui finalement va limiter à la fois les hausses de marché et les baisses de marché, plutôt les baisses d'ailleurs par sa construction. Et comme vous voyez, donc au mois de mars, il a très largement amorti la baisse, puisque quand les marchés internationaux ont baissé entre 30 et 35%, le fonds, lui, n'a baissé que de 10%. Donc un très fort comportement protecteur, avec un niveau d'exposition au mois de mars dans ce fonds qui était entre 10 et 15% au marché action, donc très très faible, ajusté automatiquement par l'effet et la convexité de ces options. Et un fonds qui a quand même réussi à capter le rebond, même si, comme vous le voyez, dans une moindre mesure, et qui, à la fin de l'année, finalement, affiche une performance assez similaire à celle de son indice de référence, qui est le MSCI World, malgré l'environnement plutôt haussier, puisque le MSCI World a fini l'année en hausse de près de 10%. Donc, finalement, une année très, très positive pour les actions mondiales, mais avec un fonds qui arrive finalement par sa résilience dans les phases de baisse à égaler la performance du marché action dans son ensemble. Et la deuxième courbe qu'on a illustrée, donc la courbe en gris clair en dessous, c'est le marché européen. Donc vous voyez, le marché européen, lui, il n'a pas réussi à remonter au niveau à zéro. Il a fini à moins 4% l'année 2020, donc en légère baisse, même si effectivement c'est une belle remontée par rapport au plus bas. On n'a pas retrouvé l'équilibre. Et ça illustre le deuxième avantage de ce produit, qui est que finalement, il permet de nous exposer aux actions internationales et donc de diversifier notre risque action et en particulier de bénéficier peut-être d'expositions sectorielles différentes de celles de l'Europe, qui fait que quand l'Europe a un comportement un petit peu en deçà des marchés mondiaux, on arrive à aller grappiller un peu de performance en allant se diversifier. Donc ça nous permet à la fois de réduire le risque global du portefeuille et d'aller chercher un surcroît de performance dans les années où les actions européennes pêchent un peu. Donc c'est si je puis me permettre et te couper, ce fonds SLF Lux Equity Global Protect, l'année dernière, a eu la même performance que le MSCI World, mais avec une volatilité beaucoup plus faible. Exactement, et c'est pour ça qu'on aime bien ce genre de fonds, parce qu'il nous permet à la fois de réduire la volatilité de notre portefeuille, en particulier dans les phases de crise, mais de capter une bonne partie. Alors l'année dernière, effectivement, il a capté toute la hausse. C'est pas toujours le cas. En 2019, par exemple, dans une année fortement haussière, il n'avait pas capté toute la hausse, mais en tout cas de capter une bonne partie de la hausse, en prenant beaucoup moins de risques sur les marchés, avec ce comportement un peu prudent et cette stratégie de couverture systématique. Et on trouve que ça s'intègre assez bien dans notre allocation, parce que ça nous permet de mieux contrôler le risque sur la poche action, qui pour nous reste la poche la plus attractive, mais comme je disais au début, est sur des niveaux de valorisation relativement élevés, et donc sur laquelle il faut quand même rester prudent dans ses investissements. Donc ensuite, sur le slide suivant.
Donc on illustre ce qui s'est passé un petit peu sur les marchés obligataires. Donc le graphique de droite, c'est le même que celui que j'ai commenté tout à l'heure. Donc les taux souverains en baisse et sur des niveaux historiquement bas, donc assez peu attractifs. Sur le graphique de gauche, les spreads de crédit. Donc ça, c'est finalement la prime que demandent les investisseurs de marché pour investir sur des obligations d'entreprise par rapport aux obligations d'État qui sont considérées comme sans risque. Donc, comme vous voyez, les courbes en rose, ce sont les spreads européens et américains sur la partie la moins risquée, donc la partie investment grade. Donc ces spreads-là sont au plus bas quasi historique. Après un pic au mois de mars. Au mois de mars, plus personne ne voulait avoir d'actifs risqués, que ce soit les actions ou les obligations. Donc il y a eu de forts mouvements de vente qui se sont corrigés avec l'intervention massive des banques centrales. Et on observe le même effet sur les courbes en grise, donc les courbes plus spéculatives, donc à haut rendement. Et on voit qu'on est nettement en deçà des spreads qui avaient été vus lors de la crise de 2008. Donc clairement, l'intervention massive et très rapide des banques centrales a eu un impact assez important sur la perception du risque des marchés sur ces classes d'actifs. Et le retour a été extrêmement rapide, ce qui fait qu'au final, on se retrouve aujourd'hui en 2021 avec des rendements des obligations qui sont assez peu attractifs parce que les niveaux de spread sont très très faibles, les taux sont très bas aussi, et du coup la prime de risque offerte par ces classes d'actifs est assez peu attractive, ce qui se traduit sur le slide suivant par notre sous-pondération sur le marché obligataire. Alors c'est un positionnement qu'on a assez historique, hein, donc sur lequel on s'est un peu trompé dans le passé, puisque les taux, comme je le disais, ont continué de baisser. Mais clairement, c'est une classe d'actifs qui nous inquiète, la classe d'actifs obligataires, en particulier dans les profils plus prudents, parce que ils sont composés à hauteur de minimum 50% d'obligations. Donc ils sont exposés à cette classe d'actifs finalement et à ce risque que on a un portage qui est très faible et un risque de hausse des taux qui pourrait gréver les performances de la classe d'actifs. Donc c'est une classe d'actifs sur laquelle on reste sous-exposé. On est légèrement surexposé par rapport à notre indice sur le crédit. Mais c'est pas forcément par conviction que le crédit aux entreprises est une classe d'actifs assez attractive, c'est plus parce que on est plus inquiet pour la partie obligation souveraine que pour la partie obligation gouvernementale, qui reste quand même une prime de risque positive pour le crédit. Et enfin, donc sur le slide suivant, donc on illustre finalement les performances. Alors comme vous voyez, il y a quand même une majorité de vert, malgré la crise qu'on a vue sur l'année dernière. Donc à part au mois de mars finalement 2020, où là les performances étaient négatives sur les horizons de placement sur tous les profils, on a des performances positives. Alors c'est performances annualisées, hein, donc c'est la performance que vous faites par an pour l'horizon de placement, donc 3 ans pour Moderate par exemple, et 5 ans pour les deux autres. Donc des performances quand même majoritairement positives, même si on peut observer que donc les rendements sont en baisse hein, avec l'impact de la crise, même si l'année dernière, au final, on a quand même eu des performances positives de l'ordre de 1%, quasiment 1% sur tous les profils. Donc ça s'est corrigé finalement sur la fin d'année. Mais clairement, ce graphe-là montre la résilience de la construction de nos portefeuilles, puisque dans une crise historique, avec une baisse des marchés très marquée et très rapide, on arrive à quasiment préserver le capital sur tous les profils et à recouvrer une croissance du capital très rapidement. Alors bien aidé par la forte remontée des marchés, bien sûr, mais on arrive à retrouver des niveaux de rendement positifs très rapidement. Louis, je voudrais m'arrêter aussi un petit peu sur ce slide parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui est quand même intéressant au regard de la distorsion des performances par rapport aux trois profils.
puisque l'on voit finalement que dans les années 2014, 2015, même 2016, la différence qu'il pouvait y avoir entre un profil moderate, balance, growth, c'était pas si importante, et même alors on n'a pas le recul sur balance et growth, mais on voit bien que moderate a sorti des rendements annualisés qui étaient exceptionnels et évidemment tirés par les marchés obligataires, hein, puisqu'on a connu plus de 10 ans de hausse des marchés obligataires. Et on voit que aujourd'hui, moderate, même si reste, reste un support excellent et qui donne encore des rendements positifs, il semblerait quand même que Balanced et Growth deviennent de plus en plus intéressants, ce qui corrobore avec le fait que dans les années qui viennent, les marchés obligataires risquent d'être encore compliqués. Ce n'est pas là qu'on va trouver de la performance, mais plutôt du côté des actions, même si effectivement il va falloir faire attention à la volatilité et à ces chutes parfois imprévues qui peuvent arriver du fait d'éléments exogènes. Est-ce que tu peux redire un mot là-dessus? Pour ceux qui l'auraient vu, nous avions fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet, parce que bon, très souvent ces produits sont quand même utilisés en assurance vie, où l'horizon de placement est quand même assez éloigné. Et finalement, principalement, les gens ont tendance à investir sur moderate, mais n'est-il pas plus judicieux dans ce contexte d'aller sur un profil balanced, voire growth? C'est un excellent point que tu soulèves, Marie-Valérie. Effectivement, les performances de Moderate sur les années 2014, 2015 et 2016 ont été clairement portées par la baisse record des taux qu'on a constaté dans ces années-là. Finalement, on avait des marchés obligataires qui avaient les mêmes performances que les marchés actions, avec un niveau de risque beaucoup plus faible, et ce qui s'est traduit par une distorsion des rendements. Et aujourd'hui, on constate que finalement, on a atteint, alors ça fait plusieurs années que je dis qu'on a atteint un plancher sur les taux et que les taux continuent de baisser, mais en tout cas, on a atteint un plancher dans le rythme de décroissance des taux, dans le sens où ils baissent quand même de moins en moins vite. Et du coup, on a atteint des niveaux, comme je le disais, il y a très très peu de portage sur la classe obligataire aujourd'hui, voire un portage négatif avec aujourd'hui, quand j'achète une obligation allemande à 10 ans, je paye l'État allemand pour se financer à 10 ans. J'ai un portage négatif, ça me coûte de l'argent de porter cette obligation. Ma seule espérance de gagner de l'argent en faisant ça, c'est que finalement, soit je paye moins cher que garder les liquidités sur mon compte, parce que les liquidités sont rémunérées à taux négatif également, et ce taux peut être inférieur au taux facturé entre guillemets par l'État allemand. Soit je joue sur le fait que les taux vont continuer de baisser et que je vais réussir à vendre mes obligations avant leur échéance à un niveau plus élevé que le prix auquel je les ai achetées. Donc c'est clairement un pari qui fait de moins en moins de sens aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'il fait beaucoup de sens, en particulier dans le cadre de contrats d'assurance vie où on a un horizon de placement beaucoup plus long, d'aller chercher un petit peu plus de risques, alors soit sur balanced, si on veut pas prendre trop de risques, ou alors carrément sur growth, hein, parce que sur les horizons de placement de l'assurance vie qui sont encore plus longs que les horizons de placement recommandés des fonds, on peut espérer que les actions vont avoir des rendements plus attractifs que les obligations. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui vu le niveau des taux sur la classe obligataire. Et donc effectivement, ça fait du sens et on commence à voir aujourd'hui une différenciation des rendements en fait, où on constate que plus on prend de risques, meilleurs sont les rendements qu'on obtient sur les marchés et sur les différents profils. Puisque typiquement, par exemple, si on prend la situation à fin décembre, un investisseur qui serait resté 3 ans sur Moderate, il a fait 1,3% par an. Le même investisseur qui aurait investi dans Balance, il aurait fait 3,3%. Et le même investisseur qui aurait investi dans Growth, il aurait fait 4%. Donc une différenciation entre les différents profils de risque qui commence à se marquer, du fait justement effectivement de la correction de ces rendements un petit peu aberrants qu'on a observés sur les obligations à la suite de la baisse des taux massive qu'on a vu suite à la crise de 2008.
Et donc ensuite, alors on n'a plus beaucoup de temps, les 3 slides suivants, donc ça illustre un peu notre positionnement. Vous voyez, on est un petit peu mieux positionné. Donc c'est lié au fait que le fonds est moins exposé aux obligations, sur lesquelles on a quand même un pari assez fort depuis longtemps, sur lequel on s'est trompé, hein, puisque notre pari, c'est que les taux vont arrêter de baisser. Ce pari, il est en place dans les portefeuilles depuis 3 ans. Et ça fait 3 ans que ce pari nous coûte un peu. Donc les fonds et les profils qui sont moins exposés à la classe obligataire sont moins pénalisés par ce pari un petit peu perdant. Donc multi-asset balance toujours dans la partie plutôt à gauche, donc avec un niveau de risque relativement maîtrisé et un niveau de rendement relativement attractif, puisque là on est au-dessus de la courbe de tendance. Alors, je vais revenir sur le slide sur Gross. On a été pénalisé par notre positionnement un peu prudent par rapport à la catégorie sur la poche action, puisqu'on a tendance à être un peu plus prudent. Et donc, du coup, ça nous pénalise en termes de rendement. Et par contre, en termes de risque prix, on est plutôt bien positionné. Et ensuite, donc, sur le slide 46, les performances de Moderate, où là, effectivement, notre positionnement dans la catégorie est plutôt bon, malgré notre pari obligataire. Puisque on est assez largement au-dessus de la courbe de tendance, avec un niveau de risque alors qui est pas parmi les plus faibles. Hein, c'est une catégorie qui est assez large avec des fonds qui font aussi qui peuvent prendre aussi beaucoup moins de risques, mais un niveau de rendement proposé sur l'horizon de placement qui est relativement attractif. Alors pas le plus élevé, mais parmi les plus élevés. Donc bien aidé évidemment par le bon comportement des marchés, à la fois actions et obligations. Ce qui illustre aussi que ce positionnement finalement qu'on a sur la poche obligataire on n'est pas les seuls à l'avoir. C'est pas un pari très original. Ça a l'air d'être un pari assez général et c'est ce qu'illustre ce graphique finalement. C'est que il y a un certain consensus sur le fait que les obligations sont pas très attractives aujourd'hui et qu'il faut se diversifier et aller chercher de la valeur ailleurs. Et notre manière de le faire a l'air finalement d'avoir moins d'impact sur les perfs dans les années un peu où les taux continuent de baisser, où donc les rendements proposés par les obligations continuent de pousser les performances. Et enfin, le dernier slide, c'est juste un rappel de la gamme, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Alors, on a effectivement quelques questions, Louis. Donc, une première question. On entend parler de taux durablement bas compte tenu des actions des banques centrales. Dans le même temps, quelques économistes reparlent d'inflation. Quelles conséquences une reprise de l'inflation pourrait avoir, d'une part sur le niveau des taux d'intérêt et d'autre part sur la politique de gestion de la poche obligataire dans les différents fonds? Et cette question est complétée par un petit commentaire. Moderate est très décevant, autant rester sur le fonds en euros, le client est gagnant. Alors, c'est un petit peu ce qu'on vient de vous expliquer. C'est qu'en effet, aujourd'hui, Moderate, en tout cas en assurance vie, en compte titre, je ne dis pas, mais en assurance vie, perd de l'intérêt. Et c'est ce qu'on essaye de vous dire maintenant depuis un bon moment. Quant au fonds heureux, n'oubliez pas qu'il est très investi aussi sur le marché obligataire et que finalement, il risque de continuer encore de baisser. Mais je laisse Louis répondre à la question sur l'inflation. Alors, la vue de nos économistes, c'était le dernier slide sur lequel Eric est passé assez rapidement sur l'inflation et qu'on ne devrait pas avoir de retour massif de l'inflation sur les prochaines années. Donc notre scénario principal, ça reste que l'inflation va rester dans les bandes proposées en tout cas surveillées par les banques centrales. Donc vous voyez le inflation rate par exemple aux États-Unis, on prévoit 2,1% en 2021 et 2,2% en 2022. Donc ça reste des niveaux qui sont quand même relativement faibles et en tout cas tout à fait dans la zone de confort des banques centrales. Donc clairement, les Cassandres de l'inflation aujourd'hui se refont entendre. Effectivement, il y a des justifications à leur message, mais il faut
pas oublier que ça fait des années que des gens s'inquiètent de l'inflation et que les banques centrales n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs d'inflation. Donc même les anticipations d'inflation des marchés sont supérieures à l'inflation réalisée au final. Alors il y a plusieurs causes à ça. On n'a pas forcément le temps de s'étendre dessus, mais clairement notre scénario central aujourd'hui exclut un retour à des périodes d'inflation très élevées en l'absence d'intervention plus massive des banques centrales, ce qui paraît pas être le scénario privilégié aujourd'hui, puisque les banques centrales les banques centrales ont déjà le pied sur l'accélérateur assez fortement et elles parlent assez peu de renforcer les mesures. Elles parlent de maintenir les mesures à leur niveau actuel, mais assez peu de les renforcer. Donc pour nous, l'inflation aujourd'hui n'est pas un problème dans les portefeuilles. Maintenant, effectivement, si l'inflation venait à revenir, il devrait y avoir un impact sur le niveau des taux, avec une remontée des taux assez probable. Ce qui fait que notre positionnement actuel est plutôt bon dans ce scénario, puisqu'on est plutôt parti sur de manière sous-pondérée sur la poche obligataire. Et on est plutôt surpondéré sur la poche action. Et il ne faut pas oublier que les actions, c'est ce qu'on appelle un actif réel. Donc les bénéfices des entreprises augmentent quand l'inflation augmente, puisqu'elles peuvent augmenter leur prix. Et donc ça pousse les prix des actions aussi à la hausse, le fait qu'il y ait de l'inflation. Et donc du coup notre positionnement aujourd'hui, même si c'est pas notre scénario, devrait nous permettre de créer de la valeur en cas de retour de l'inflation sur les économies mondiales. Et effectivement, alors pour la deuxième partie de la question sur la comparaison entre Moderate et le fonds euro, alors il y a 2 points que je voudrais soulever. Le premier point, c'est que Moderate est un fonds qui doit être valorisé dans ce qu'on appelle le mark to market, qui doit valoriser ses actifs à leur prix de marché. Donc vous voyez toutes les belles performances qu'on a eues sur les années 2014, 2015, 2016. En fait, elles sont déjà incluses dans les performances du fonds, alors que l'assureur, avec son fonds en euros, il est autorisé comptablement à transférer des profits d'une année sur l'autre finalement. C'est-à-dire il n'est pas obligé de distribuer tous les revenus qu'il a encaissés sur les années précédentes pour les distribuer justement dans les années où les revenus sont inférieurs. Ce qui explique la stabilité du fonds en euros finalement en termes de rendement offert, même si les rendements ont baissé parce que les rendements obligataires ont baissé et que le fonds en euros est assez massivement investi en obligations. En fait, nous, on n'a pas cette latitude finalement à transférer de la performance d'une année sur l'autre par un artifice comptable. On est obligé de donner toute la performance qu'on obtient instantanément à nos clients. Et c'est pour ça qu'effectivement, je suis assez d'accord que le fonds Moderate fait assez peu de sens aujourd'hui dans le cadre d'une allocation, enfin, pour un horizon de placement aussi long que de l'assurance vie, parce que l'espérance de rendement du fonds n'est pas nettement supérieure à celle du fonds euro, avec un risque supérieur. Et c'est lié au niveau des taux aujourd'hui. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que si les taux restent durablement bas comme ça, les rendements offerts par le fonds euro vont continuer de baisser, puisque l'assureur, il peut transférer les profits d'une année sur l'autre, mais au bout d'un moment, les réserves qu'il a accumulées ne seront plus suffisantes pour maintenir les taux. C'est d'ailleurs un peu le cas dès maintenant, hein, puisque les taux offerts par les différentes assurances vie sont assez généralement en baisse chez tous les assureurs. Et au bout d'un moment, c'est finalement, si les taux venaient à rester bas assez durablement, ce serait assez catastrophique pour les assureurs, puisqu'ils n'auraient plus ces réserves à répartir finalement et à redistribuer. Et du coup, ils seraient obligés, comme nous, de ne distribuer que ce qu'ils encaissent aujourd'hui, qui est sur la poche obligataire des rendements relativement faibles.
Merci Louis. Une dernière question, parce que bon, finalement, tu es un gérant entre guillemets international, hein, tu gères des produits internationaux, toute classe d'actifs. Compte tenu des résultats des marchés en 2020 et des prévisions financières 2021 par secteur économique et géographique, est-il judicieux de présenter des FCP valeurs asiatiques et fonds ISR transition climatique et environnementale comme opportunité de placement financier? Quel est ton avis sur la question? Ah, je t'ai perdu. Louis? Alors, vous m'entendez encore plus? Non, Allô? c'est bon, là on t'entend. Il y a encore un lag, j'ai l'impression. Oui. C'est bon? Bon, il y a un peu de retard. Je vais parler et vous aurez la réponse un petit peu en décalé. Effectivement, la partie asiatique, comme l'illustrait Eric tout à l'heure, est probablement la zone géographique qui va rebondir le plus fort sur l'année 2021. On a déjà vu la Chine qui a déjà rebondi et où on prévoit une croissance de retour sur des niveaux très élevés. Et c'est une zone géographique qui bénéficiera aussi probablement finalement de l'apaisement du discours des États-Unis en termes de guerre commerciale qu'on peut espérer avec l'arrivée au pouvoir de l'administration Biden. Donc c'est clairement une zone géographique qui est attractive aujourd'hui. Après, on a pu constater sur l'année 2020 qu'il peut y avoir une certaine décorrélation entre l'état de l'économie et la performance des marchés financiers, puisque les marchés financiers ont tendance à prendre parfois un petit peu d'avance sur l'évolution de l'économie. Ils anticipent que l'économie va être en meilleure santé cette année que l'année dernière, et ça c'est déjà finalement intégré dans les prix. Et c'est pour ça que, alors c'est une zone géographique qu'on peut recommander au détriment de d'autres zones géographiques, par exemple l'Amérique latine qui a l'air d'avoir plus de difficultés à relancer ses économies et qui a l'air d'être plus impactée par la crise du coronavirus. Mais il faut quand même rester prudent sur ces investissements dans les marchés émergents parce qu'ils peuvent être soumis à des forces qui sont indépendantes de la santé de l'économie, en particulier des flux de capitaux qui peuvent être assez massifs et assez soudains. Donc, au sein d'une allocation diversifiée, ça peut faire du sens, effectivement, de proposer des fonds asiatiques. Nous-mêmes, nous investissons sur les marchés émergents, mais nos investissements se font au travers de fonds indiciels avec une stratégie assez prudente d'allocation. On essaye d'éviter les entreprises avec trop de risques, justement pour limiter les risques en particulier les risques idiosyncratiques sur ces pays où les normes comptables ne sont pas forcément aussi poussées que dans les pays occidentaux. Et pour la deuxième question sur les fonds ISR climatiques, effectivement, c'est un thème qui est assez à la mode aujourd'hui. Moi, je pense que ça dépend aussi beaucoup de la volonté du client. Il a été montré que le fait d'investir dans des fonds ISR n'avait pas forcément d'impact sur les rendements espérés. Aujourd'hui, on a même un impact un petit peu positif parce que comme c'est le thème à la mode, finalement, les investisseurs ont beaucoup acheté ces produits ISR ces 2-3 dernières années, ce qui a poussé les prix des actifs qui composent ces fonds à la hausse par cet effet finalement de demande. Et du coup, il y a un certain nombre de bonnes nouvelles de cet impact positif qui est également déjà intégré dans les prix. Donc même si ça ne devrait pas forcément nuire à la performance, je pense qu'il ne faut pas s'attendre non plus à une surperformance massive de ces fonds-là, voire on pourrait, dans la théorie économique, on pourrait envisager que les entreprises qui ont des comportements moins ISR vont avoir plus de mal à se financer sur les marchés financiers, donc vont être obligés de proposer des rendements plus élevés pour continuer à se financer, et donc pourraient créer une certaine prime de risque ISR qui serait favorable aux actifs non ISR. En gros,
il y aurait moins de demandes pour ces actifs-là parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se focalisent sur ces critères-là. Swiss Life en particulier, Swiss Asset Managers, on est rentré dans un processus où finalement on prend en compte les critères ISR dans la sélection de nos investissements à l'échelle du groupe. Hein. C'est une politique globale, une volonté globale d'avoir un processus ISR de plus en plus contraignant. Et effectivement, du coup, dans notre sélection de titres, alors c'est pas dans mon équipe, mais dans les équipes qui font de la sélection de titres, ça a un impact, ça réduit l'univers d'investissement. Et on pourrait constater que on a entendu parler à certaines époques de Vice Funds, des fonds qui investissent dans des secteurs qui sont peu valorisés parce que vus comme étant négatifs d'un point de vue image, c'est pas bien d'être investi dans ces secteurs-là, qui offrent pour des investisseurs qui se moquent de cette vision-là des rendements plus attractifs. Donc je pense que ça dépend aussi de la volonté du client. Si le client affiche une volonté d'avoir un impact positif sur ces notions, il faut probablement l'orienter sur des fonds ISR. Ça ne devrait pas le pénaliser en termes de performance. Par contre, si le client n'en fait pas forcément la demande, c'est pas, à mon sens, c'est pas forcément nécessaire de pousser ce genre de produit, surtout aujourd'hui où effectivement l'effet de vogue a créé alors, une mini bulle. On n'est pas au niveau de bulle, mais en tout cas il y a eu un effet sur les prix des actifs sous-jacents assez positif, et on pourrait avoir une correction si cet engouement venait à se réduire. Merci Louis. Deux remarques. Hein. J'ai eu un petit commentaire. Si l'on tient compte des frais de gestion du fonds, l'OPCVM n'apporte pas de valeur au portefeuille du client. Je tiens à préciser que le slide 43 où on montre des performances, ce sont bien évidemment des performances nettes des frais de gestion du produit, pas du contrat d'assurance, mais en revanche net des frais de gestion du produit. Et la dernière chose, dernière question, et après on va arrêter là parce qu'on a déjà largement dépassé. Sur les actions, êtes-vous plutôt growth que value? C'est une bonne question. Alors nous, dans l'équipe, on n'est ni growth ni value, puisqu'on fait plutôt de la sélection indicielle, donc de zones géographiques. Après, on subit l'allocation sectorielle des indices qu'on sélectionne. Donc, on est bien conscient que, par exemple, aux États-Unis, aujourd'hui, il y a pas mal d'entreprises growth dans l'indice, puisque le secteur technologique, par exemple, représente une partie assez importante de l'indice S&P 500. Je dois avouer que c'est pas nécessairement mon domaine d'expertise. Faut constater que ces dernières années, c'est plutôt les actions growth qui ont été porteuses. Même en 2020, une année où on aurait pu attendre que les actions value se reprennent, finalement c'est encore les actions growth, alors beaucoup portées par le secteur technologique, qui ont le mieux performé. Du coup, effectivement, c'est assez difficile de prévoir un retour de la value, et c'est aussi pour ça que nous, on essaye d'éviter ce genre de pari, parce que il y a du momentum sur les valeurs technologiques aujourd'hui. C'est difficile de prévoir quand ce momentum va s'arrêter et quand finalement ces entreprises qui offrent des niveaux de valorisation qui paraissent aberrants vont revenir sur Terre. On pourrait aussi avoir l'effet inverse où les bénéfices des entreprises finalement pourraient rattraper les valorisations actuelles. C'est probablement le pari des marchés sur enfin en tout cas d'une certaine catégorie d'investisseurs. Et donc c'est vrai que c'est le genre de pari que nous on préfère ne pas faire parce que c'est très très difficile de prévoir ce genre de choses.
Merci Louis, mais j'ai fait exprès de te poser la question parce que je sais que, en effet, par construction, ce n'est pas forcément des items que nous regardons de près. Merci beaucoup Louis. Désolé pour la réponse de Normand, je ne sais pas si ça. Non, mais c'est tout à fait en lien avec ce que vous faites et avec finalement votre process, votre stratégie de gestion. Donc c'est quelque part la réponse que j'attendais. Merci beaucoup Louis, merci à tous. Le contexte nous oblige à continuer à travailler en distanciel, mais en tout cas merci de vous être connectés encore une fois ce matin à cette présentation et on espère pouvoir vous revoir très vite parce que je pense qu'on attend tout ça de se revoir physiquement, de pouvoir rééchanger. Donc, je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci Eric. Je vois que tu nous as rejoints pour ce au revoir final et souhaiter bonne journée à toutes et tous. À bientôt. À bientôt, merci. Merci, bonne journée à tous.